Mais c'est très simple, les routes, les hôpitaux et tout ce que vous voulez. Quand Matata Ponyosi, Premier ministre, il y a beaucoup de personnes qui l'ont loué et qui continuent à les louer jusqu'à aujourd'hui, qui l'a stabilisé en tout cas les cadres macroéconomiques. Alors, Aux États qui sont très endettés. c'est-à-dire on est pauvre et en plus on est endetté. On est très endettés, voilà. On a trois agrégats. Il s'agit de l'agrégat qui concerne les PIB. Le PIB, c'est la production. Il s'agit de l'agrégat qui concerne les revenus nationaux. Il s'agit de la rémunération de ces agents économiques que je viens de vous citer. Il s'agit aussi de l'agrégat qui concerne les dépenses. C'est sur ce magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes sur cette magazine. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission avec Magela, qui est un cadre de l'IDPS. Mais à part ça, il a une spécialité, en tout cas, en matière de l'économie. Et nous avons en tout cas cette opportunité de l'avoir dans cette émission qui ne va pas vraiment prendre beaucoup de temps. Vous allez comprendre c'est quoi la macroéconomie et surtout en République démocratique du Congo, l'environnement de notre économie. Alors, Magela, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La RDC, actuellement, on est dans une situation un peu compliquée par rapport à ce qui concerne notre économie et ce qui nous a poussé vraiment à penser de parler par rapport au sujet de la macroéconomie. D'emblée, pour celui qui ne sait pas, c'est quoi la macroéconomie? Qu'est-ce qu'on peut lui dire en bref? La macroéconomie, comment on peut avancer sur l'économie? L'économie a des approches. Il y a une approche qu'on appelle l'approche individuelle. Très naturellement, vous pouvez comprendre que l'approche individuelle concerne les agences économiques. Et quels sont ces agences économiques? Il s'agit de ménages, il s'agit des entreprises, il s'agit de l'État. Il s'agit aussi des restes du monde, c'est-à-dire d'autres économies qui, n'est-ce pas, interviennent dans l'économie congolaise. Mais aussi, il y a une partie de ce qu'on appelle les institutions financières qui interviennent dans l'économie, mais on peut les classer comme les intermédiaires entre ces quatre agents que je viens de vous citer. Et puis il y a une approche qu'on appelle l'approche globale. Dans cette approche globale, c'est ce qu'on appelle macroéconomie. Et cette approche globale concerne trois agrégats. Il s'agit de l'agrégat qui concerne le PIB. Le PIB, c'est la production. Il s'agit de l'agrégat qui concerne les revenus nationaux. Il s'agit de la rémunération de ces agents économiques que je viens de vous citer. Il s'agit aussi de l'agrégat qui concerne les dépenses, notamment les dépenses de ménage concernant les biens et les services, mais aussi la consommation finale qu'on appelle l'investissement. Mais pour comprendre de manière très claire, c'est quoi la macroéconomie? Il y a les indicateurs. Il y a d'abord la croissance, il y a l'inflation, il y a ce qu'on appelle le chômage ou le plein emploi. Je vais essayer de donner des explications. Et à la fin, ce qu'on appelle couramment les taux d'échange. Je vais vous expliquer pourquoi aussi les taux d'échange interviennent dans l'économie congolaise. D'abord, la croissance. C'est quoi la croissance? La croissance, c'est la production, c'est la création de la richesse. Cette production, elle est obtenue à partir, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la valeur ajoutée que nous avons dans les entreprises, dans toutes les entreprises de la RDC. Et c'est quoi la valeur ajoutée? De manière comptable, de manière très simple, c'est la production obtenue moins la consommation intermédiaire. Mais de manière économique, il s'agit notamment de manière très claire de la rémunération qu'on donne aux ressources humaines qu'on retrouve dans une entreprise. Il s'agit, n'est-ce pas, monsieur le journaliste, des impôts et taxes liés à la production. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'argent qu'on réserve pour le renouvellement de la technologie ou, si vous voulez, des équipements dans une entreprise. Et à la fin, il s'agit aussi de l'argent qu'on a réalisé comme bénéfice dans une entreprise. Tout ça, ça crée ce qu'on appelle la valeur ajoutée dans une économie. Vous allez comprendre que nous avons déjà la production, ce que je vous ai parlé tout de suite de l'agrégat PIB, et aussi nous avons déjà les revenus nationaux puisque tous les agents économiques ont été rémunérés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour le troisième agrégat qu'on appelle l'agrégat de dépenses? C'est là où nous allons
là où on appelle l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est tout simplement, de manière très claire, le niveau général du prix. Lorsque ces prix-là augmentent, on appelle l'inflation. Et lorsque les niveaux généraux des prix des biens et services diminuent, on parle de la déflation. Et ça, c'est au niveau du ménage, de la consommation et des dépenses de ménage. Et au niveau des entreprises, on va parler de manière du chômage ou du plein emploi. Et le plein emploi, c'est quoi? En fait, on essaie de prendre les trois facteurs économiques qui sont le capital, le travail et les ressources naturelles, qui sont les trois éléments pour pouvoir investir. Et ces trois éléments, n'est-ce pas, monsieur le journaliste, lorsqu'ils ont été correctement utilisés, on appelle le plein emploi. Et lorsqu'ils ne sont pas correctement utilisés, on parle du chômage. Et donc, il faut comprendre ici avec l'économie que le chômage n'est pas seulement les gens qui ont manqué l'emploi, c'est aussi, n'est-ce pas, les capitaux qui n'ont pas été correctement utilisés en termes économiques. Et après ça, on peut parler aussi du taux d'échange. Pourquoi je mets le taux d'échange? Parce que notre économie est une économie extravertie vers l'extérieur. Et cette économie, n'est-ce pas, dépend du commerce extérieur. Et lorsqu'il y a le commerce extérieur chez nous, c'est-à-dire que les devises aussi entrent en jeu. Et les taux d'échange, c'est quoi? C'est ces prix-là que notre monnaie locale est capable de pouvoir, n'est-ce pas, se faire changer par rapport aux devises. Et pourquoi on l'intègre par rapport aux macroéconomies? C'est parce que ces prix-là, ou les taux d'échange que je viens de vous expliquer, et de manière très claire, lorsque ça augmente, ça a un impact tout à fait négatif sur le prix, et donc ça augmente évidemment le prix. Et donc, de manière très claire, ces éléments que je viens de vous citer, c'est ce qui vous permet de savoir si on a stabilisé les cadres macroéconomiques ou pas. Mais l'État a ce qu'on appelle la politique économique. Cette politique, il s'agit de pouvoir, n'est-ce pas, agir sur l'économie pour pouvoir booster l'économie pour le développement du pays. Il s'agit notamment de la politique, ce qu'on appelle la politique budgétaire et la politique monétaire. La politique budgétaire et la politique monétaire, les pays peuvent s'en servir pour booster, en tout cas, pour essayer un peu de bien gérer ces cadres macroéconomiques. Alors là, pour ceux-là qui sont spécialisés dans ces domaines, ils ont en tout cas compris. Mais on veut vraiment comprendre dans des termes simples. Nous avons écouté quand Matata Ponyo fut Premier ministre, il y a beaucoup de personnes qui l'ont loué et qui continuent à les louer jusqu'à aujourd'hui, qu'il a stabilisé en tout cas les cadres macroéconomiques. Alors, de quelle manière on peut dire qu'il y a éveillé la stabilité du cadre macroéconomique à l'époque, bien sûr, de l'ex-premier ministre Matata Ponyo? C'est-à-dire que au fur et à mesure que le budget de l'État était en train de se détériorer, il y a eu accroissement de la dette. Et cette dette nous a amené à entrer dans ce qu'on appelle l'initiative PPTE, l'initiative des pays pauvres et très endettés. C'est une initiative, c'est un programme d'austérité et, n'est-ce pas, de rigueur que les FMI imposent aux États qui sont très endettés. C'est-à-dire on est pauvre et en plus on est endetté. On est très endetté, voilà. Et ensuite, on a commencé ça avec le gouvernement d'Isaïr, mais ça n'a pas tenu parce que, évidemment, il n'y avait pas de rigueur. Et lorsque on a eu... lorsqu'on a eu, n'est-ce pas, les gouvernements les premiers gouvernements de Kabila, avec au ministère des Finances et Matata Ponyo, il a commencé à appliquer... Là, il fait ministre des Finances. Des Finances, en tout cas. C'est là où il a commencé jusqu'à ce qu'on a atteint les points d'achèvement, je pense, en 2010. C'est-à-dire, c'est une initiative où c'est un programme où vous respectez correctement ce qu'on vous dit et la FMI
où les bailleurs de fonds allègent la tâche. On est passé de 13 milliards comme on avait, pour 3 milliards, on avait allégé la dette. On avait allégé la dette, c'est-à-dire actuellement, si on comprend très bien, nous, on ne suit pas vraiment à la lettre ce qu'on demande de faire parce que déjà la dette dans ces régimes s'est accentuée. Comment on peut expliquer cela? En tout cas, il faut comprendre d'abord que ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas amélioré la condition de vie des Congolais parce que à côté de cette rigueur que vous impose la FMI, il y a aussi, n'est-ce pas, l'ouverture vers le monde extérieur. C'est ce que vous êtes en train de déplorer tous les jours, les pillages de ressources au niveau des Katanga et puis la mort de notre entreprise, de notre grande entreprise qu'on appelle Gécamine. C'est-à-dire on vous impose d'un côté la rigueur et de l'autre côté ils sont en train de vous imposer de pouvoir vous ouvrir pour piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, de manière très claire, il ne suffit pas seulement de stabiliser les cadres macroéconomiques pour développer le pays. Ça, c'est une approche conjoncturelle. Il y a aussi une approche structurelle qui vous demande de pouvoir, n'est-ce pas, investir dans les infrastructures pour pouvoir développer l'économie et pouvoir, n'est-ce pas, aller loin. Voilà. Alors, pour pouvoir, bien sûr, développer les pays, vous dites qu'il faut investir dans les infrastructures, bien sûr. Alors, aujourd'hui, il y a des problèmes. Moi, c'est une question qui me vient en tête. Les enseignants disent qu'ils ne sont pas payés. Très bien. Ils réclament l'augmentation de leur salaire à la hauteur de 3 millions de dollars. C'est ce qui était dit avant qu'ils ne puissent suspendre la grève. On peut dire que cet aspect-là des choses, des salariés de l'État, intervient dans le cadre macroéconomique. Oui, absolument, monsieur le journaliste. C'est-à-dire que les effets de l'économie impactent sur le social. C'est de manière très claire. Ça, il faut le comprendre. Je vous dis qu'il y a une approche d'abord conjoncturelle qu'on appelle la stabilisation du cadre macroéconomique qui vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir décoller votre économie. Mais il y a une approche qu'on appelle l'approche structurelle qui vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir investir dans les infrastructures qui vous permet de décoller l'économie. Mais maintenant, les revenus qui sortira de ces infrastructures vous permettra de pouvoir améliorer les sociales. Par exemple, que quoi, de l'infrastructure, dans quelle infrastructure, quel genre d'infrastructure? Mais c'est très simple, les routes, les hôpitaux et tout ce que vous voulez. Et lorsque vous les améliorez, n'est-ce pas, l'économie aussi, n'est-ce pas, décolle et ça impacte positivement sur le niveau du social. Le niveau du social, mais on dit c'est seulement dans le côté niveau social. Les pays en question tirent ces ressources où soit les moyens. Comment on peut expliquer cela? De manière très claire, il faut comprendre que l'économie congolaise d'abord tire ses ressources sur les mines, hein, et tire aussi sur les impôts. Mais une économie vit que des impôts. Alors, les ressources naturelles de la RDC permet, n'est-ce pas, à la RDC de pouvoir s'en sortir. Mais ce n'est pas avec les ressources naturelles qu'on peut développer le pays. C'est avec ce que je viens de vous dire, l'approche structurelle, pouvoir développer les infrastructures qui peut permettre à la RDC de pouvoir s'en sortir. Et c'est en développant les infrastructures qu'il y aura le bon paiement des impôts, que la population va aussi que la population pourra peut-être avoir la motivation de payer ses impôts comme il faut. Est-ce que, si je comprends bien, c'est dans ce sens? Absolument, c'est ça. C'est que une partie des impôts qui est obtenue à partir de ces infrastructures et aussi les mines que nous avons dans le pays peut nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir décoller ce pays. C'est sur cette magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner.